Et je vais donner la parole maintenant à quelqu'un qui, à chaque fois qu'il est venu à ce forum, parce qu'il est venu déjà plusieurs fois, pour notre plus grand bonheur, à chaque fois a montré que justement la pensée la plus exigeante allait avec une forme, va avec une forme d'émotion. Vous vous souvenez peut-être, pour les plus fidèles d'entre vous, qu'il avait semé la zizanie, Francis Wolff, pour le nommer maintenant. Francis Wolff avait semé la zizanie littéralement dans le forum consacré aux animaux, qui s'appelait « Qui sont les animaux ?» Sa parole était venue avec une espèce de rigueur narquoise, un peu tranchante comme ça, semer le désordre pour le plus grand bonheur de tous et de toutes. Il était venu aussi, je crois, pour les 30 ans du forum, je crois pour le forum qui s'appelait « Tous philosophes », point d'interrogation. Et à chaque fois, justement, on a tous remarqué que sa parole était d'autant plus profonde qu'elle était émue. Et on retrouve cette méthode très très sensible dans ses prises de parole, mais aussi dans ses livres, dans cette manière qu'il a d'explorer des thèmes très variés, depuis le devenir de la philosophie grecque jusqu'à l'amour, en passant par le langage, la corrida, la musique, un très beau livre sur la musique, avec à chaque fois quand même une forme de continuité, qui est à nouveau une continuité de sensibilité et d'engagement personnel, qui est une certaine confiance dans l'idéal des Lumières. On a cité Montesquieu tout à l'heure avec Justine Lacroix. Rousseau nous accompagne depuis le début de ce forum. La confiance dans l'idéal des Lumières est très forte chez Francis Wolff. Et cette confiance, elle est d'autant plus belle qu'elle est à la fois, je dirais, endeuillée, désespérée, forcenée et très joyeuse. Voilà, j'espère que ce sera le cas encore aujourd'hui. Et pendant qu'il se lève, je termine cette petite présentation en disant qu'à chaque fois, l'idée pour lui, c'est de perpétuer un certain idéal, un certain esprit humaniste, rationaliste et universaliste. Vous verrez les témoignages de cette rigueur, de cette confiance, notamment, je ne vais pas citer tous ses livres, mais notamment une trilogie qui avait été entamée avec Notre Humanité, qui avait été poursuivi avec un autre livre qui s'intitule « 3 utopies contemporaines » et qui s'est achevé avec un autre ouvrage au titre de Manifeste, tous parus chez Fayard. Et ce dernier ouvrage s'appelle « Plaidoyer pour l'universel ». Merci, cher Francis, d'être là. Vous avez la parole également pour 20 à 25 minutes. Merci de cette présentation. Merci aussi aux organisateurs du forum de cette invitation. Quand Jean Birbaum m'a envoyé cette proposition avec le titre qui était « Enfin libre », je me suis demandé comment interpréter cette expression. Et voilà comment je l'ai interprété. Je vais vous faire part de mes réflexions à ce sujet. Je l'ai interprété de la façon suivante. Pouvons-nous être libres, vraiment libres, totalement libres, ne dépendre de personne ni de quoi que ce soit, ne subir aucune contrainte d'où qu'elle vienne? Autrement dit, si nous pouvions enfin tout faire ce que nous voulons vraiment, totalement, absolument, serions-nous libres, enfin libres? Cela supposerait que nous soyons déjà libérés de tout. Servitude juridique, oppression politique, discrimination sociale, domination morale, manque de moyens matériels ou moraux, aliénation mentale, etc. Nous jouirions de toutes les libertés. Nous voici enfin ramenés à nous-mêmes, à ce que nous sommes. Mais serions-nous pour autant libres? Absolument libres, autrement dit, enfin libres. Certains philosophes, et non des moindres, les stoïciens, Leibniz, Spinoza, Nietzsche, Freud, en ont douté. Ils ont répondu non, nous sommes forcément déterminés à faire ce que nous faisons. C'est la thèse dite du déterminisme. Est-elle vraie? Je ne le pense pas. La liberté de la volonté n'est pas, selon moi, une illusion. Alors donnons la parole aux adversaires. Ils disent à peu près ceci. Vous croyez être libre parce que vous ignorez les causes par lesquelles vous êtes déterminé. Or, tout acte s'explique par ses causes, vos actes sont causés par vos désirs, et ceux-ci échappent tout autant que vos passions à votre contrôle. Ils dépendent de 1000 causes. Votre ADN, vos gènes, votre caractère, vos rencontres passées, les circonstances de votre acte, tout cela, vous l'ignorez. Vous n'auriez donc pas pu agir autrement
que vous ne l'avez fait au moment où vous l'avez fait, étant donné qui vous étiez. La liberté de la volonté est donc une illusion. En réalité, tout dans le monde est déterminé par ses causes, depuis les plus grands événements de l'histoire jusqu'aux plus anodins de nos actes. Cette thèse est forte. Elle a pour elle sa rationalité et sa cohérence. Est-elle vraie? Je le répète, je ne le pense pas. Je pense que le déterminisme est faux et que le libre arbitre est réel. Alors, je n'ignore pas pour autant les méfaits de cette vieille idéologie du libre arbitre. Elle a été utilisée par les autorités religieuses pour excuser Dieu du mal sur terre. C'est la faute de l'homme, disait-on, et même de chaque être humain. Il choisit librement le mal. Elle a aussi été utilisée à des fins de contrôle social. Chacun a le sort qu'il mérite, disait-on. Il est juste que les pauvres soient pauvres et que les puissants soient puissants et que les dominés, par conséquent, soient dominés, puisqu'il ne dépendait que d'eux d'être riches ou dominants. Alors, inversement, je n'ignore pas les bénéfices théoriques considérables de la thèse du déterminisme. C'est le postulat nécessaire à toute connaissance scientifique. Le physicien, le biologiste et même le médecin cherchent à expliquer les phénomènes naturels jusqu'au moindre détail parce qu'ils posent que tout dans le monde doit s'expliquer par ses causes suffisantes. De même, l'historien ou le sociologue ont vocation à expliquer les faits sociaux ou historiques au moyen de causes inaperçues des acteurs. Le psychologue ou le psychanalyste, eux, postulent que tout ce que nous pensons ou disons, la moindre de nos inclinations, le plus anodin de nos lapsus, sont déterminés par des causes qui sont en nous mais nous échappent. Pourtant, la thèse philosophique dite du déterminisme dit beaucoup plus que ce que postulent tous ces scientifiques. Elle ne se contente pas de postuler l'existence d'explications propres à chaque domaine. Elle affirme que toutes ces déterminations s'additionnent et forment un tout, ce qui empêche a priori toute possibilité de choix et de volonté individuelle. Le monde est ainsi conçu comme une espèce d'immense horloge, et l'individu se réduit à tout ce qu'on peut connaître de lui à la troisième personne. En outre, le déterminisme a beau être au fondement de toute connaissance scientifique, il n'est pas pour autant une exigence de la raison, contrairement à ce qu'on pense. Ce que nous dit la raison, c'est, si je puis dire, que rien n'arrive sans raison. Nous devons donc chercher à expliquer pourquoi tout ce qui arrive arrive. Alors évidemment, la liberté semble compromise par le déterminisme, mais elle ne l'est pas par le principe de raison. Elle le suppose, au contraire. Si j'agis librement, c'est que j'ai des raisons d'agir. Autrement dit, je ne suis pas libre dans un univers déterministe, bien entendu, mais je ne suis pas davantage libre dans un univers indéterministe. Je ferai n'importe quoi, j'agirai sans raison, au petit bonheur. Rien de plus contraire à la liberté. Plus je suis libre, moins je sens de contraintes, moins je suis déterminé de l'extérieur, et plus je suis déterminé à agir comme je fais, c'est-à-dire plus j'ai de bonnes raisons d'agir. Le déterministe n'est pas d'accord. Redonnons-lui la parole. Il n'y a pas d'acte sans désir d'agir, dit-il. Et nul n'est maître d'éprouver tel ou tel désir. Il citera Nietzsche, par exemple, qui dit « Une pensée ne vient que quand elle veut et non pas lorsque c'est moi qui le veux. Il est vrai que c'est moi qui pense, mais cela ne signifie pas que je suis cause des pensées qui sont en moi. Beaucoup d'entre elles me passent par la tête sans que j'y puisse rien. Il en va de même, dit-il, des désirs. C'est moi qui désire faire ceci et cela, mais je ne suis pas libre de désirer. Le désir s'est imposé à moi. » Que répondre ? Il a en grande partie raison.
il est vrai que je ne suis pas maître d'éprouver tel ou tel désir. Mais je peux, en revanche, en général, décider volontairement de ne pas le réaliser, ou de le réaliser. On ne confondra donc pas désirer, qui ne dépend pas de moi, et vouloir, qui dépend de moi. Vouloir, c'est quoi? C'est désirer ce qu'on désire. Or, on est toujours libre d'approuver ces désirs, et on peut aussi bien les désapprouver. Car, sauf cas pathologique d'un acte compulsif, éprouver des désirs n'empêche pas qu'on puisse s'empêcher de les réaliser. Si l'on prétend que c'est impossible, et qu'on obéit forcément à ces désirs quels qu'ils soient, on tombe dans la confusion du normal et du pathologique. Ainsi, si je me lave volontairement les mains, c'est par souci raisonnable d'hygiène. Et je ne confonds pas ma volonté avec le désir insatiable et insupportable du malheureux névrosé obsessionnel obligé de se laver les mains 30 fois par heure alors qu'elles ne sont pas sales. Lui agit en effet poussé par son désir tout-puissant, mais il sent bien qu'il n'est pas libre de s'en empêcher alors qu'il le voudrait. De même, si j'ai très envie de boire ce verre de vin, mais je dois conduire ma voiture. Là encore, sauf cas d'addiction pathologique, je peux m'empêcher de boire. L'alcoolique, lui, ne peut pas. Il n'est pas libre de boire ou non. Et il va donc justement consulter un addictologue ou un groupe de parole parce qu'il veut recouvrer sa liberté, celle d'agir comme il voudrait et non comme il en éprouve le désir pathologique, impérieux. Confondre désir et volonté, ce serait même aller jusqu'à justifier le viol. J'ai éprouvé ce désir, dit le violeur, c'était plus fort que moi. Je ne suis pas responsable de ce que j'ai fait, puisque c'est mon désir qui m'y a poussé. Un homme, ça s'empêche, disait Camus. Je suis libre, non pas si j'agis comme je désire, car Nietzsche a raison, je ne suis pas libre de désirer ce que je désire, mais si j'agis comme je veux. Le désir est en moi malgré moi, mais la volonté, c'est moi. Elle suppose la capacité à réfléchir, au sens où le miroir réfléchit la lumière. Elle implique la capacité rationnelle de juger, d'affirmer ou de nier, de dire ou de penser oui ou non à ce qui s'impose à moi malgré moi. L'adversaire déterministe ne s'avoue pas vaincu. Il dira « Mais de même que tout désir est déterminé par ses causes, de même le désir de désir, c'est-à-dire la volonté, ce que vous appelez la volonté. Elle n'est selon vous qu'un désir de désir, alors pourquoi serait-elle, elle, en votre pouvoir ?» Nous pouvons lui répondre par deux arguments. D'abord, j'y reviens en comparant deux expériences opposées. Il y a un gouffre, on va revenir avec cet exemple, il y a un gouffre entre mon désir de me laver volontairement les mains quand elles sont sales et un désir compulsif de se les laver quand on sait qu'elles ne sont pas. Ceux qui saisissent le mieux ce gouffre sont précisément ceux qui souffrent de cette névrose. Ils désireraient tellement agir en fonction de ce qu'ils ne désirent pas désirer plutôt que d'obéir malgré eux à ce qu'ils désirent. Dans une théorie, qui affirme que nous sommes toujours déterminés par des désirs ou des désirs de désirs dont nous ne sommes pas maîtres, eh bien cette théorie ne peut pas rendre compte de l'opposition entre ces deux types d'expériences. En outre, quand on a une raison de faire quelque chose, on peut l'exposer. On n'obéit plus, si je puis dire, impulsivement à des désirs ou à des impressions qui sont immédiatement à moi, des tendances sises en moi. On fait appel à des raisons hors de soi. On peut les exposer à autrui, on peut tenter de les faire partager. Oui, je désire boire ce verre de vin, mais je ne veux pas le boire, parce que je veux ménager ma santé, éviter un retrait de permis, ne pas risquer ma vie, celle des autres, en conduisant ma voiture. Je peux même, dans certains cas, faire appel à des valeurs.
pour justifier ce que je fais. La santé, le bonheur de mes proches, la justice sociale, la survie de l'humanité, etc., etc. Je fais appel à ma raison et que je peux exposer aux autres, et surtout je peux justifier ce que je fais devant les autres. Toutes ces raisons, toutes ces valeurs sont multiples. Elles sont contradictoires, évidemment. Mais elles sont autant de raisons d'agir dans lesquelles je peux me reconnaître et souhaiter que tout un chacun se reconnaisse aussi. Le déterministe n'est pas épuisé. Il n'est jamais à court d'arguments. Les raisons d'agir, ou les valeurs que vous invoquez, dit-il, vous vous imaginez les choisir librement, mais elles dépendent de votre éducation, de votre milieu, de vos influences, etc. Que répondre à ce demi-habile insistant, et même un peu collant? Bien sûr, ce que je suis, les valeurs que je reconnais dépendent de mon passé, évidemment, de mon histoire, de la société, nul ne le nie. Mais au moment même d'agir, je ne suis pas poussé par toutes ces influences comme par une force au-dessus de mes forces. C'est moi qui agis en accord ou en opposition avec ces valeurs. Le nier, c'est confondre deux types de causalité qui sont l'une et l'autre essentielles à notre vision rationnelle du monde. Il y a d'un côté la causalité entre événements. Un événement est causé par un autre événement, et ainsi de suite, à l'infini. Par exemple, le mouvement de la boule de billard rouge est strictement déterminé par le mouvement de la boule de billard blanche, et il cause celui de la boule noire, etc., etc. Ou encore, même raisonnement, de la part du neuroscientifique. Les idées ou les désirs qui me traversent l'esprit, les événements cérébraux qui surgissent dans mon cerveau sont causés par d'autres événements mentaux, et ils causent d'autres événements. Par exemple, je me lave machinalement les mains qui sont pourtant propres. Mais il y a d'un côté une autre causalité qui est aussi essentielle à notre vision rationnelle du monde, que j'appelle la causalité agentielle. Un acte est un événement particulier, très particulier, qui n'est pas causé par un autre événement, mais par une personne. Et ces personnes sont les causes ultimes de ces actes. Une personne, c'est une chose très particulière, parce qu'elle n'est pas seulement ce qu'elle est, une fois pour toutes, comme une chose quelconque, qui aurait une identité fixe, dont on pourrait déduire tous les effets, mais elle est une entité mouvante, incertaine, capable donc de se déterminer et d'agir en causant des événements qui ne sont pas vraiment des événements, parce qu'ils sont des actes, les siens, et qu'ils sont toujours en partie imprévisibles. Dans le cas des événements, causalité événementielle, comme des actes, causalité agentielle, nous cherchons à comprendre ce qui arrive. Mais nous ne pouvons pas confondre la question « pourquoi » au sens de « quelles causes ont déterminé cet événement » et la question « par qui » au sens de « qui a fait cela », question qui appelle ensuite seconde question « pourquoi » pour quelle raison l'a-t-il ou l'a-t-elle fait cet acte. Et si nous ne faisons pas la différence entre actes dont les personnes sont causes et événements dont d'autres événements, même internes à l'agent, sont causes, le monde demeurerait incompréhensible ou du moins irrationnel. Alors prenons un exemple emprunté au football, puisque nous sommes en pleine Coupe du Monde. Un attaquant tombe dans la surface de réparation de l'équipe adverse. Est-ce un acte ou un événement ? Si c'est un événement, il s'expliquera par ses causes et leur enchaînement sera inéluctable. Sol glissant, course maladroite, déséquilibre, etc. La régression de cause en cause peut aller très loin. Pourquoi a-t-il fait un faux pas ? Pourquoi le sol était glissant, etc. Mais si c'est un acte, il y a un agent, une personne qui en est cause. Mais qui ? L'attaquant, qui serait tombé volontairement, il peut écoper d'un carton jaune pour simulation.
celui d'un défenseur adverse. Dans ce cas, il y a pénalty. Le sort du match en dépend. D'autres fois, c'est plus grave. Une femme tombe de sa fenêtre. Événement ou acte? Et si acte, acte de qui? Le sien ou celui de son compagnon? Suicide ou féminicide? Parfois, le sort d'un peuple dépend de cette opposition de type de cause. Incendie du Reichstag, attentat contre Juvenal Habyarimana, le président du Rwanda qui a donné le signal du début du génocide. La différence entre cause agentielle et cause événementielle est essentielle à toute vision rationnelle du monde. Toutes nos intuitions morales le confirment. Que vaudrait l'excuse « je ne l'ai pas fait exprès » s'il n'y avait pas de différence entre le volontaire et l'involontaire? Que vaudraient les encouragements, les blâmes, l'éducation sans cette différence essentielle? Elle est aussi admise par tous les systèmes juridiques rationnels où l'on punit les êtres pour ce qu'ils font et à proportion de la liberté qui était la leur au moment d'agir. Ce n'est que dans les systèmes totalitaires que l'on punit les êtres non pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont, qu'ils le veuillent ou non. Il faut éliminer les juifs, les sorcières, les albinos, les étrangers, non pas parce qu'ils font quelque chose de mal, mais parce qu'ils sont juifs, sorcières, albinos, étrangers, et donc mauvais. Ils sont cause de mal par leur seule existence, comme dans la causalité événementielle. Tout système moral ou juridique doit donc distinguer entre deux types d'explications, et donc entre action et événement. La preuve en est que lorsqu'on estime qu'une personne est cause d'un acte, on n'en a pas encore fini avec les explications et avec les pourquoi. Il faut encore définir le degré d'implication de la personne dans son acte, car on peut être plus ou moins cause de ce qu'on fait et donc agir plus ou moins librement. C'est pourquoi tout système normatif, qu'il soit moral, juridique ou même footballistique, doit encore distinguer différents degrés d'agentivité qui sont autant de degrés de liberté. Un acte involontaire n'est pas vraiment une action. Une action simplement volontaire est moins qu'une action délibérée, et une action délibérée est moins qu'une action préméditée, etc. Nier cette hiérarchie serait réduire le monde où nous vivons à un automate. Le déterministe sort alors sa dernière cartouche, une sorte de botte philosophique secrète, un concept qu'il tenait en réserve et qui a eu une immense fortune dans la philosophie du XXe siècle, celui d'illusion. Redonnons-lui pour la dernière fois la parole. Oui, concédera-t-il, vous avez raison, les systèmes moraux et juridiques fonctionnent comme vous le dites. Ils reposent sur des notions comme celle-là, celle d'imputation, de responsabilité, de liberté d'action. Mais ces concepts sont illusoires. Pour que la société fonctionne correctement, il faut que tout le monde croie que les récompenses et les châtiments sont justes, sur la terre comme au ciel. De même, pour que l'esprit humain fonctionne correctement, il faut qu'il croie à ces chimères que sont la liberté de choix, l'identité personnelle, le moi, etc. Ces concepts, dira-t-il, sont efficaces seulement parce que nous y croyons. Mais ils ne décrivent pas la réalité telle qu'elle est, car celle-ci est nécessaire. Ce que chacun ou chacune fait, il ou elle ne peut pas le faire, même s'il est utile pour lui-même, pour elle-même, qu'il ou elle ait l'illusion qu'il ou elle aurait pu agir autrement. La liberté de la volonté est une illusion, car la seule vraie liberté, ajoute-t-il, consiste à nous en libérer par la connaissance de la manière dont nous sommes déterminés. Cet argument de l'illusion, le fait que la vraie liberté consiste à la connaître, est puissant. Que lui répondre? On pourrait commencer par répondre que le déterminisme n'a pas plus de preuves de l'illusion qu'il n'en a du déterminisme, et que l'un sert à garantir l'autre d'une façon circulaire. Peut-être,
Mais ce ne serait pas suffisant. Alors, puisque cette fois, le déterminisme nous prend directement à partie, nous attaque, en nous reprochant d'être les victimes naïves d'une illusion dont lui-même, en esprit fort, se croit indemne, adressons-nous, nous aussi, à lui, directement, ad hominem, et disons-lui ceci. Dans quel monde vivez-vous? Voyez-vous la Terre depuis une autre planète? Voyez-vous tous les êtres humains et leurs actions comme vous verriez des moucherons dans un rayon de lumière, ou comme vous concevez les mouvements libres des particules dans un gaz? Pouvez-vous voir ainsi le monde dans lequel vous êtes, comme le scientifique conçoit l'univers par ses équations, autrement dit, à la troisième personne? Les hommes se croient illusoirement libres, dites-vous. Mais vous-même, qui pensez forcément à la première personne, pensez-vous que vous ne le pensez pas librement? Ou mieux, pouvez-vous penser que ce que vous pensez, ce n'est pas vous qui le pensez, mais quelque chose en vous? Vous est-il seulement possible de penser que vous êtes dans l'illusion en disant « moi » ou en voulant faire ce que vous faites? Vous ne pouvez pas à la fois adopter le point de vue de la première personne qui agit en disant « c'est moi qui agis » et le point de vue de la troisième personne qui affirme que c'est autre chose qui agit en elle. Dans le monde où nous sommes, je m'adresse à toi en supposant que tu es un esprit qui, comme moi, peut dire et penser « je », et donc agir en se déterminant lui-même et non comme une chose déterminée à penser et agir par autre chose. Alors venons-en à la conscience de l'illusion. C'est vrai, il y a des êtres humains qui pensent que ce qu'ils pensent, quelque chose en eux les pense à leur place. Des êtres qui sont persuadés que ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, ils ne le veulent, ils ne le font pas librement, puisque c'est quelque chose en eux qui le veut ou qui le fait. Ces personnes sont persuadées, en agissant, d'être dans l'illusion d'agir ou d'agir librement. Et cela les plonge dans une profonde angoisse. Quelque chose les pousse à agir sans qu'ils y puissent rien. Mais nous ne parvenons pas à penser que nous sommes censés s'illusionner en croyant agir librement. Eux y parviennent, les pauvres. Sont-ils libérés pour autant? Tout au contraire. C'est justement ce qui les empêche de penser, d'agir et même de vivre. Ces malheureux souffrent d'une grave maladie mentale, d'un grave trouble de la gentilité, comme on dit. Une maladie qui, pour une fois, porte bien le nom d'aliénation, puisqu'ils ne peuvent pas s'empêcher de penser qu'un autre ou que quelque chose d'autre pense et agit à leur place. Vous croyez qu'ils sont libérés en sachant qu'ils sont déterminés à agir? Mais c'est tout le contraire. Ce sont les moins libres des êtres humains. Et nous autres, il faut bien admettre que nous sommes libres, que nous le voulions ou non. Si nous sommes enfin libres, c'est que nous l'étions déjà. Je vous remercie.